Bonjour, donc là c'est le cours, donc le CM numéro 5 et nous sommes sur la deuxième partie dans le bloc thématique politique des identités et des représentations. Je vais donc poursuivre pour la première partie de cette deuxième heure avec les collectifs d'activisme vidéo contre le VIH aux États-Unis, avec encore un ou deux exemples empruntés à Diva TV. Et ensuite, j'irai un petit peu sur les vidéos du GMC, du Gay Men's Health Crisis, pardon, et puis le film dont je vous ai parlé de Stuart Marshall, Bright Eyes, qui date de 1984. Donc tout à l'heure, je vous racontais un petit peu comment ce collectif s'était nommé, pour quelles raisons, avec toutes les dimensions et les objectifs qu'il se donnait. J'attire votre attention sur le fait qu'il faut regarder les liens vidéo donc, que je vous ai postés sur Moodle et que excusez-moi, que l'évaluation, les questions, la forme de sujet que je vais vous poser pour le devoir que vous devez me rendre pour l'évaluation du CM justement, suppose que vous avez vu des images, que vous avez vu toutes les vidéos que je vous ai postées. Ça fait intégralement partie du corpus du cours. On est sur un cours qui traite de l'analyse des représentations, des images et des médias. Donc voilà, ça suppose que ce ne soit pas simplement moi qui parle dessus, mais que vous les ayez vus aussi. Donc ça inclut Princess Tam Tam, les films, les courts-métrages, encore une fois, les vidéos que je vous ai postées sur Moodle. Donc, toujours dans ces vidéos de Diva, dans I'm a Diva de 1989, vous avez aussi un segment qui concerne en fait les actions, mais aussi faites de manière à ce que les gens puissent s'emparer du mode d'emploi et les reproduire eux-mêmes. Donc on trouve là une dimension pédagogique dans le do-it-yourself, fais toi-même tes vidéos, etc., etc. Et donc là, on a une action contre le maire de la ville de l'époque qui s'appelait Corr, Edward Corr, et qui se fait donc interrompre donc avec le mode d'irruption qui sera repris par la suite pour interrompre aussi toutes les grosses conférences sur le sida, etc., etc. Vous savez que les États-Unis, pendant très longtemps, y compris quand les conférences internationales sur le sida se tenaient aux États-Unis, interdisaient aux personnes séropositives l'entrée sur le territoire. Ça nous rappelle des choses sur ce qu'on a vu dans les politiques biopolitiques et les politiques du handicap où on amalgame les déviants, les dégénérés, les dangereux et les immigrants. Il y avait donc aussi, tout au cours des siècles, à partir du XVIIIe et XIXe siècle, des dispositions suivant les pays pour interdire l'accès donc à des populations qui représenteraient un danger pour la nation. Et donc là, vous avez aussi, ils expliquent dans cet extrait comment fonctionne justement le mode d'emploi, comme je le disais pour commencer, pour faire une action, comment on s'organise, donc les principes du volontariat, de la discussion sur la sécurité, la discussion collective, la décision au consensus, etc., la partie débrief après l'action, ce qu'il faut faire évidemment, les gestes lorsque l'on fait l'action. Et ensuite, l'action commence et donc on a une espèce à la fois de... On prépare un mode d'emploi pour la désobéissance civile et ensuite on voit comment ça se passe, plus le débrief. Et enfin, j'attire votre attention sur un dernier élément assez intéressant parce que là on parle beaucoup des gays mais pas beaucoup des lesbiennes, d'autant que les lesbiennes évidemment étaient présentes, comme je l'ai dit, dans les mouvements de lutte contre le sida. Elles ont beaucoup fait, Lesbian Avengers à New York, les lesbiennes dans les différents collectifs comme Giancarlo Musto ou d'autres, pas nécessairement connus, Sarah Schulman qui est une essayiste new-yorkaise. Et les lesbiennes sont concernées elles n'ont guère été concernées, c'est-à-dire que effectivement, alors que la question se posait de savoir s'il y avait une possibilité de transmission du virus du sida entre lesbiennes et surtout quelles étaient les pratiques sexuelles qui étaient susceptibles justement d'être
non sécure et comment on pouvait concevoir un safe sex pour les lesbiennes, par les lesbiennes. Vous imaginez bien que les médecins ne s'en sont pas occupés. De fait, il n'y a eu aucune analyse épidémiologique quasiment sur la transmission entre lesbiennes. Et donc on pense que les lesbiennes, qui aussi peuvent être des bisexuels, des travailleuses du sexe ou des usagères de drogue, sont généralement morts de sida sans même pouvoir s'en rendre compte ou sans qu'on se préoccupe d'elles. Toujours est-il que quand même, il y a eu sans doute, de par la présence des quelques lesbiennes dans les collectifs que je viens de citer, justement des vidéos de prévention, euh, plus rarement des vidéos de prévention qui empruntaient les codes pornographiques, comme ça a été le cas pour la prévention gay que j'ai évoquée dans la première heure de ce cours. Mais on va avoir quand même quelques courts-métrages sur le problème de la digue dentaire, c'est-à-dire comment, pour tout ce qui est pratique sexuelle, sexe-bouche par exemple, comment est-ce qu'il faut euh, utiliser l'équivalent en fait d'un préservatif pour éviter la contamination. Donc il y a toute une autoproduction en quelque sorte de la digue dentaire, donc à interposer dans les pratiques sexuelles orales, donc pour éviter une éventuelle contamination via les sécrétions vaginales ou le sang. Mais enfin, on retrouve quand même cette volonté d'avoir un discours sexuel sur le corps féminin qui peut en aucun cas être tenu par le corps médical et pour cause. On a vu, même si ça a changé par la suite un petit peu, comment la lesbienne est profilée, et encore maintenant la sexualité lesbienne, par le sexuel du 19e, je voulais dire, et encore maintenant la sexualité lesbienne ou des minorités sexuelles en général, elles sont très mal connues de la médecine, on va dire, mainstream. Euh, il y a eu des vidéos équivalentes, je pense notamment à Well Sexy Woman, qui est une vidéo anglaise à la fin des années 90. Voilà. Je passe maintenant à Gay Men's Health Crisis avec une vidéo qui montre justement un esprit différent, peut-être un peu plus institutionnel, publicitaire, on va dire, et donc qui est articulé autour de trois mots slogans, trois mots clés: Remember, Respond, Resolve. Souvenez-vous, répondez, réagissez, resolve, trouvez une solution. Et c'est intéressant parce que là, on voit aussi comment les manières de réagir à l'épidémie sont également participent du rituel mortuaire, de l'archive, et encore une fois, de la manière originale dont une culture, une minorité culturelle va justement répondre à ce type de questions, le deuil, la mémoire, etc. Et là, vous avez donc un passage sur le quilt, donc la tradition anglo-saxonne du quilt qui consiste à, à faire des couvertures à partir de carrés de tricot ou, dans le cas justement de la culture gay de l'époque, des carrés ou des rectangles qui sont brodés avec des noms, avec des inscriptions, avec des illustrations en mémoire d'une personne qui est morte de sida. Le rectangle de tissu pouvant être fait par des amis, par des amants, etc. Et ensuite, toutes ces parties du quilt sont réunies, cousues ensemble, et il y a tous les ans ou dans différents endroits pendant l'année, on déroule de manière cérémonieuse et rituelle le quilt pour se recueillir et se souvenir des personnes justement qui sont aussi invisibilisées dans leur mort à partir du moment où elles sont, je ne sais pas, séropositives, mais aussi gays, racisées, usagères de drogue, TDS, etc. Donc ça, c'est pour le mourning, le deuil. La partie ensuite Respond, très américaine évidemment, consiste à demander à participer, à être volontaire et à donner de l'argent. Donc avec toute une promotion sur le fundraising, et donc le fait de récolter de l'argent de manière privée pour justement financer la lutte contre le sida. Et une partie justement ensuite qui consiste à intégrer quand même la dimension de la désobéissance civile avec un appel à la protestation et
aussi la dimension pédagogique avec un appel à l'éducation. Donc, bon an, mal an, avec des styles différents, des positionnements politiques politiques différents. Gay Men's Health Crisis étant plutôt, on va dire, réformiste institutionnel, toute proportion gardée, on a eu aussi cette différence d'approche entre des collectifs comme ACT UP, qualifiés souvent les plus radicaux, et AID qui a été monté sous la houlette du compagnon de Michel Foucault à Saint-Maur et qui a pris une approche communautaire mais plus institutionnelle. Donc, on voit un petit peu qu'on retrouve des besoins et des manières d'y répondre spécifiques qui sont à la fois culturelles, esthétiques, politiques et médiatiques au sens où nous en parlons dans ce CM. Et enfin, vous avez toujours dans ce film un extrait d'un reportage diffusé sur NBC, qui était une des chaînes, qui est toujours un des chaînes de télévision privée ou un journal télévisé assez regardé, donc une chaîne nationale états-unienne qui fait référence aussi en matière de news, et vous avez des reportages donc, sur la désobéissance civile, et on voit apparaître le fameux slogan ACT UP, silence égale mort, mais aussi savoir égale pouvoir. Je ne sais plus si on le voit dans ce cours, enfin dans cet extrait. Et là, on voit l'influence justement de Foucault, qui est un peu paradoxale, parce que Foucault, qui ne croyait pas aux identités, qui quand il est mort du sida, n'avait pas compris, mais comme beaucoup de personnes, pourquoi, quelle était cette maladie. Et on dit que quand il l'a appris, lui, un peu le spécialiste justement de la biopolitique, aurait ri comme si c'était une plaisanterie. Donc lui, qui était assez rétif d'ailleurs à l'affirmation aussi de son homosexualité comme identité, ce que l'on peut comprendre en cohérence avec ce qu'il raconte sur la production de l'identité sexuelle homosexuelle dans La volonté de savoir, a été une référence dans le mouvement justement de lutte contre le sida, notamment pour ACT UP. On a souvent dit d'ailleurs que La volonté de savoir était un peu le petit livre rose, comme on a eu le petit livre rouge de Mao pour le mouvement révolutionnaire marxiste, gauchiste dans les années 60-70. Comment, en fait, cet ouvrage de Foucault a beaucoup inspiré les mouvements coalitionnistes, les collectifs qui ont pris en charge la politique, justement, de santé et qui, justement, ont beaucoup pioché dans la boîte à outils constituée pour eux l'histoire de la sexualité pour analyser les savoirs-pouvoirs, les pouvoirs scientifiques, les rapports de pouvoir qui le traversent, comment le corps aussi peut être traversé par des rapports de pouvoir, et aussi comment le silence est une forme de savoir et de pouvoir. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire à partir de ces vidéos. Maintenant, j'en viens à ce film, puisqu'il est beaucoup plus long, de Stuart Marshall, gay séropositif britannique, qui a fait ce film qui s'intitule Bright Eyes. C'est un film d'une 40aine de minutes, c'est un format documentaire télé pour Channel 4, qui est une chaîne financée avec des fonds publics, qui est apparue en Angleterre à la fin des années 90. Et ça avait été commissionné pour faire des productions des visuels plus créatives, innovantes et en direction des minorités. Et ce film donc a été diffusé en 1984. Alors pourquoi ce film est intéressant, même si vous n'allez pas pouvoir le voir en entier, enfin, essayez de le trouver, si vous le trouvez, je suis tout à fait preneur, c'est que bon, il reprend un petit peu tout ce qu'on a dit, et il se trouve que, enfin, en termes de justement généalogie, vous savez que c'est une partie importante de votre PowerPoint, et comment on peut la faire, comment on remonte justement à la pathologisation des identités sexuelles, racisées, etc. L'auteur utilise justement toute cette généalogie, comment, vous allez voir très concrètement, comment l'homosexualité a été décrite comme une maladie au XIXe siècle. Vous imaginez bien qu'avec l'apparition du sida, ça va réactiver justement ce type d'assimilation entre les pervers, les malades, etc. Et comment aussi ça peut aboutir à justifier l'extermination des homosexuels dans les camps de concentration nazis, par exemple, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais de fait, c'est en s'appuyant sur des profils pathologiens scientifiques que l'on va justifier l'extermination des homosexuels, des juifs, mais aussi, enfin, le type de science qu'on a
vu un petit peu se déployer le 19e, avec l'eugénisme et les représentations qui s'en suivent, etc. Mais aussi les Roms, donc toutes ces minorités qui vont être exterminées dans les camps de concentration nazis. Et la dernière partie du film, en fait, est entièrement consacrée à la couverture média justement anti-gay, mais justement contemporaine de l'apparition de la pandémie dans les années 90, avec une critique sur le fait que les médias mainstream en fait représentent le VIH comme une maladie gay, voire comme la peste gay. D'ailleurs, les premiers titres, gros titres, utilisaient ce terme gay plague, la peste gay. Et là, on retrouve la question, hein, voilà, c'est intéressant parce qu'on a un programme clairement aussi avec une pensée minoritaire, adressée à des minoritaires et qui est diffusé sur une chaîne a priori que tout le monde peut regarder, donc à qui s'adresse-t-il, comment il fonctionne, etc. Donc ce film commence par une conversation entre deux docteurs et après qu'on ait eu un générique un peu ironique puisque le producteur serait Moral Panic Production, donc la production des paniques morales. Et donc on voit quelqu'un qui est à l'hôpital et qui s'active dans un style un petit peu reportage télé de ces années-là, deux médecins avec deux masques, et puis en montage parallèle des manchettes de journaux sur justement la peste gay, etc. Ensuite vous avez une réapparition du docteur que l'on voyait au début, qui cette fois est habillé, donc il y avait au début des vêtements, on va dire, contemporains, et 20e siècle, et ensuite qui est plutôt habillé comme un médecin expert du 19e siècle. Et là, on a la lecture d'un extrait d'un journal médical qui date de 1893. Et donc qui revient sur justement, et tout le film d'ailleurs revient là-dessus, hein, 3 niveaux essentiels qui sont évoqués dans le film, le discours des classificateurs du 19e siècle, des sexologues, donc on a beaucoup parlé, Ebing, Krafft-Ebing, Ellis, etc., l'eugénisme, dont j'ai parlé assez rapidement dans le cours sur les politiques du handicap et la question de la prévention, avec toujours en fil rouge cette manière de montrer que les images de la déviance et de la maladie, qui vont être de nouveau associées avec l'apparition du sida et des malades du sida, sont des constructions historiques et médiatiques. Alors le passage ensuite qui est plus sur la critique des médias, revient sur une manchette, enfin une première page, pardon, d'un tabloïd américain qui titrait sur What the Gay Plague did to Handsome Kenny. Qu'est-ce que la peste gay a fait à Kenny, au beau Kenny. Et dans la voix off, là, on a des extraits justement de description des criminels d'Havelock Ellis, qui lisent les caractéristiques donc des agresseurs sexuels avec des photos à l'appui. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait vu qu'il y avait souvent plus qu'un amalgame, un rapport direct établi entre la déviance sexuelle et le crime, y compris dans les manuels, donc on va dire des ancêtres des profilers, des policiers par exemple des années 50 aux États-Unis. Donc là, vous avez en voix off des extraits des textes d'Havelock Ellis avec ses caractéristiques, des références à Lombroso dont je n'ai pas parlé, mais qui a aussi beaucoup travaillé avec les experts et les aliénistes et les Charcot, par exemple, enfin surtout la Cassagne, enfin les criminologues, médecins, etc. en France. Donc Lombroso, lui, était italien. Il a participé justement à formaliser la criminologie en fonction donc justement des critères anatomiques, etc. Y compris pour les prostituées, enfin bref, pour tout, encore une fois, les dégénérés, les déviants sexuels du 19e siècle. Et Lombroso, lui, parmi les caractéristiques, de même qu'il avait remarqué qu'on pouvait repérer, et surveiller donc le corps des prostituées en identifiant le lobe caractéristique de leur oreille, il a remarqué que les yeux des criminels sont plus clairs
clair. Et donc, en fait, c'est de là que vient le titre du film, Bright Eyes, c'est-à-dire qu'on reprend en quelque sorte cette idée on pourrait repérer les déviants à une certaine brillance ou une certaine lueur qu'il y aurait dans leur regard ou dans leur visage. Donc là, ensuite, il y a justement une reprise sur quels étaient les yeux de Kenny, justement. Donc là, on reprend euh, le gay séropositif qui était euh, en première page du tabloïd, et pour essayer justement de contraster et de faire une variation un peu politique et critique sur comment on ne peut pas déduire évidemment ou essayer de repérer et qu'est-ce que ça implique de vouloir surveiller et repérer les personnes atteintes du VIH avec ce type de critères visuels, anatomiques, etc. est complètement loufoque, bien évidemment. Donc, voilà. Et ensuite, il y a des extraits, encore une fois, d'articles de presse, tout ça, pour voir comment, de nouveau, le déviant que peut être un séropos va être construite comme une difformité physique, pardon. Comment on retrouve encore une fois tout le profiling, le profilage des prédateurs sexuels du 19e, les homosexuels, les violeurs, les prostituées, etc. etc. Donc voilà pour cet ouvrage. Ce film est de Stuart Marshall et les politiques de représentation concernant le VIH et comment les personnes concernées, les personnes séropositives et leurs alliés se sont emparés de la représentation pour pas simplement pour la corriger, mais aussi pour donner plus d'espoir et que les personnes séropositives puissent se construire une autre subjectivité, une autre santé et accéder à une solidarité communautaire. Il y aura beaucoup d'autres exemples, beaucoup de films, mais vous voyez qu'on est assez loin de la représentation un peu mièvre et très positive et peut-être utile aussi des films comme Philadelphia avec Tom Hanks sur le sida et dont parlent les réalisateurs du Celluloid Closet, donc Epstein et Friedman, que vous avez regardé. J'en viens maintenant à la deuxième partie qui va reprendre un petit peu les mêmes problématiques, mais dans un autre domaine qui est celui du cinéma, en lien avec l'homosexualité, mais cette fois avec une contestation de l'homosexualité, on va dire normative, des politiques de la respectabilité, y compris de la visibilité respectable, mainstream, etc. Je vais faire une petite partie sur les cinémas queer et les politiques de la représentation queer dans le cinéma. Donc en fait, un peu plus tard, à la fin des années 90, vous avez d'ailleurs des collectifs qui vont commencer à revendiquer le terme de queer, qui est maintenant assez fréquent, assez disséminé en Europe, mais ce n'était pas le cas, c'est un terme qui a été introduit, on va dire, en 1996 par un collectif qui s'appelait Zo en France. Maintenant, il y a énormément de collectifs queer qui se autonoment aussi queer et transféministes, parce que queer c'est un terme anglo-saxon et transféministe c'est une autre traduction de queer, il y en a eu d'autres en France, trans, pédégoïne, etc. Toujours est-il qu'à la fin des années 90, vous avez une réaction assez forte contre les politiques, on va dire, réformistes, propres sur elles, les politiques issues, comme je l'avais déjà dit, qui ont fait leur apparition dès la mobilisation du Gay Power après Stonewall, et qui sont peut-être éloignés de ce qu'on peut appeler le courant révolutionnaire ou réformiste, ou marxiste matérialiste. Donc vous avez des groupes qui revendiquent le terme qui est une injure très forte. Dans les années 50, on traitait les personnes gays et lesbiennes d'ailleurs de queer. Et c'était vraiment en anglais, en français évidemment on ne comprend pas bien la force de l'injure, puisque voilà, pas dans le contexte linguistique et politique et culturel. Mais donc dans les années 90, justement ce terme, je ne sais pas, qui est un peu aussi fort que trou du cul, quelque chose comme ça, ou sale pédé,
fait l'objet d'une réappropriation par les personnes concernées qui veulent plus s'identifier même comme gay, mais plutôt queer, comme PD, comme Gwyn, etc. Vous avez des collectifs, donc, comme Queer Nation, par exemple, qui vont se constituer un peu sur le modèle d'Acteurs, c'est-à-dire en coalition avec une réunie de minorités qui ont des besoins communs, qui ne sont pas nécessairement homogènes au sens où on peut avoir, comme on l'a eu acteurs, je ne sais pas, des gays, des lesbiennes, et puis des usagers de drogue avec des personnes racisées, gays, lesbiennes ou pas, etc. etc. Et donc, vous avez tous ces collectifs queer vont réagir très fortement contre l'homonormativité blanche dans les années 90. C'est une réaction contre le consumérisme gay qui fait son apparition. Il y a toute cette théorie du gay créatif, dès qu'il arrive dans un quartier, l'immobilier prend de la valeur. Aussi, sous cette théorie du double income no kid, c'est-à-dire le fait que les couples gays ont deux salaires mais pas d'enfants, donc ils sont forcément plus consommateurs de produits culturels, etc. etc. C'est une réaction aussi qui vient du sida, puisqu'on a vu justement aussi des fortes inégalités entre les personnes gays et lesbiennes qui avaient accès au traitement, ceux qui n'avaient pas, en raison justement du coût des traitements. Euh, une réaction aussi aux stratégies assimilationnistes qui font qu'on met moins l'accent aussi sur la force des cultures sexuelles et le côté sexe positif que j'ai décrit tout à l'heure. Il y a d'autres déclinaisons du terme de queer, notamment chez Teresa De Rossi, qui est une des premières à faire un article qui s'appelle Théorie queer, où ça a un autre sens. Teresa De Rossi, c'est une féministe italienne qui a fait sa carrière universitaire, qui a beaucoup travaillé d'ailleurs sur le cinéma, la représentation des lesbiennes au cinéma, et qui a repris la notion de technologie chez Foucault, et qui, elle, va essayer de montrer que justement gay et lesbien est un couple entre guillemets abusif, puisque en fait c'est toujours les gays qui gagnent au niveau des politiques ou qui sont plus présents, que les questions vraiment lesbiennes ne sont pas prises en compte. On est dans la culture mixte gay et lesbienne qui a commencé à se développer dans les années 80. Le contexte est aussi à une réaction au sein du féminisme contre un féminisme assez moralisant, anti-porno, anti-prostitution, anti-sexe, notamment avec une féministe qui va faire des textes très importants, dont un qui s'appelle Thinking Sex, qui s'appelle Gail Robin, qui est une anthropologue queer. Donc vous avez tout ce contexte, vous avez au bout d'un moment d'ailleurs, pour certains, certaines, on peut parler d'un féminisme queer ou de post-féminisme. Bon, c'est un peu toute la question de comment le féminisme se conteste de manière interne et de manière critique. Vous savez qu'il y a aussi cette manière de parler des différentes vagues. Donc là, si on parle des vagues du féminisme, disons qu'on est dans la troisième vague. Donc en tout cas, ce qui est certain, c'est que, et on retrouve Foucault et les auteurs français que sont Derrida et Wittig, et Deleuze dans une certaine mesure, qui influence beaucoup donc la théorie queer. Donc vous voyez, c'est quand même intéressant de voir qu'on peut surgir dans le milieu universitaire une théorie tapette, une théorie PD. Même Butler, quand on lui a dit qu'elle était la représentante, voire une des fondatrices de la théorie queer, elle a été la première étonnée, parce que ce n'était pas ce qu'elle voulait faire en fait. Donc c'est ce qui lui est arrivé après la parution de son livre très influent, Troubles dans le genre, traduit assez tardivement en France, et dont j'ai déjà eu l'occasion de parler. Mais vous voyez que donc on a une appropriation de la théorie française, d'ailleurs qu'on va appeler French Theory, notamment avec cette notion de critique des savoirs-pouvoirs, mais aussi, paradoxalement, emprunté à Foucault, justement, là, pour le coup, sa méfiance, c'est que Deleuze, leur méfiance par rapport à l'identité, à la politique d'identité, une identité essentialiste, une identité fixiste, quelque chose que l'on retrouve aussi chez Gilroy. Enfin, c'était critique de, justement, enfin, de l'identité figée, pour dire d'ailleurs que c'est bien rare que ça existe, a fortiori chez les minoritaires qu'on accuse toujours d'être plus figés que les identités dominantes. Et donc vous allez avoir aussi donc toute cette appropriation de la critique de la politique des identités, donc c'est un peu un effet inverse, paradoxal, par
des théoriciennes féministes comme Butler, qui vont être assez justement contre la politique des identités à l'américaine en utilisant l'appareil critique français. Je précise au passage que c'est l'inverse qui va se produire en France, c'est-à-dire que la théorie queer française va plutôt, elle, importer ou essayer d'importer ce qu'apporte la politique des identités à l'anglo-saxonne dans le contexte universaliste français et républicain, et donc va se poser très clairement en porte-à-faux par rapport à la décision butlerienne justement de laisser tomber les politiques des identités dont on a vu qu'elles étaient héritières du mouvement des années 60, etc. Je précise que Gilles Butler était par ailleurs lesbienne et féministe et affirmée en tant que telle. Et donc voilà, ça pose des questions par rapport à l'usage de Foucault, puisque Butler utilise aussi beaucoup Foucault et le rapport que l'on a à la politique de l'identité. On voit qu'il y a des débats très importants à la fin des années 90 dans ce domaine. Je n'ai pas le temps d'y venir, mais c'est aussi le cas, et un peu avec les mêmes arguments, chez des gens comme Omi Baba, justement les théoriciens postcoloniaux, des gens comme Spivak, qui elle, par exemple, va défendre un essentialisme stratégique en disant que c'est quand même très curieux, qu'elle ne sera pas la seule à le remarquer, Bell Hooks aussi, qu'à partir du moment où des minorités constituent une identité et une culture, ils se font en très peu de temps accusés justement d'être essentialistes. Donc, parce que c'est pas non plus là un effet de pouvoir d'interdire à chaque fois qu'il y a une cristallisation identitaire, politique et culturelle, de tout de suite qu'elle soit contestée par les gens, les savoirs hégémoniques. Mais là, de fait, Butler, elle le conteste alors qu'elle est hégémonique dans sa position universitaire en tant que blanche, mais elle fait partie aussi de la culture des lesbiennes. Donc voilà, c'est un peu complexe. C'est vrai aussi, toujours pour voir un petit peu comment on se situe par rapport aux identités sexuelles et de genre et de race, on commence à capitaliser sur une vague importante de travaux en sociologie, en histoire, donc qui se situent, et d'ailleurs les auteurs, les historiens, les sociologues en question se définissent comme constructivistes, c'est-à-dire comme voulant explorer le fait que les sexualités, les identités sexuelles et de genre sont des constructions culturelles et sociales. Et c'est vrai que c'est un développement des études de constructivisme sur la sexualité. Je parlais de Gail Rubin tout à l'heure, mais on pourrait citer aussi Jeffrey Weeks, un historien de sexualité britannique, gay. Le fait qu'il y ait des gays et des lesbiennes et des féministes qui sont entrés à l'université et qui font les études gays lesbiennes, voire les études queer, évidemment, ça va changer pas mal la donne dans l'approche justement de la déconstruction des identités sexuelles et de genre, du poids, de l'importance de la pathologisation, du discours médical, du discours juridique, etc. Ça va aussi changer la pratique de la sociologie et de l'anthropologie, en fait des disciplines en général. Ça va d'ailleurs amener aussi à un renouveau critique pour appréhender les catégories sexuelles et notamment l'opposition entre homosexualité et hétérosexualité. Vous avez un ouvrage qui a été traduit en français très intéressant de Jonathan Nedkatz qui s'appelle L'invention de l'hétérosexualité, puisqu'effectivement, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans ce cours, l'hétérosexualité en tant que telle est une catégorie qui fait une apparition tardive à la fin du XIXe siècle. Ce qui veut dire qu'avant, personne ne s'identifiait comme hétérosexuel. Voilà, donc vous avez tout ce contexte, vous avez la critique de l'hétérosexualité comme régime politique qui va être, donc, qui a été formulée par Monique Wittig, qui a écrit un ouvrage très important, La pensée straight, qui est une critique du féminisme essentialiste, différentialiste pour le coup, donc qui est très centré sur la femme de manière homogène, statique et quelquefois un peu mièvre en attribuant des qualités naturelles de douceur, de tendresse, etc., ou en faisant de la femme quelqu'un qui ne serait jamais dans le pouvoir par opposition aux hommes qu'on essentialise par la même occasion. Et dans un article qui s'appelle donc, deux articles importants dans La pensée straight, On n'est pas femme et La pensée straight, qui donne le titre à l'ouvrage, qui a été traduit là aussi tardivement, puisqu'elle l'a écrit en anglais
alors que c'était par ailleurs une écrivaine française qui écrivait de la littérature euh, qui a été publiée aux éditions de Minuit et qui a eu un prix Médicis. Voilà, et donc elle théorise l'hétérosexualité comme régime politique et pas simplement comme pratique sexuelle. Donc, vous voyez, c'est encore dans l'optique n'est pas du tout foucalienne, mais elle a cette manière de politiser quelque chose que peut-être on ne pensait pas à faire, à savoir l'hétérosexualité, en tant que lesbienne qui fait partie du groupe des Gouines Rouges et qui est féministe, donc elle s'attelle à cette tâche. Et la pensée straight n'est peut-être pas foucalienne en soi, mais c'est aussi une critique de la pensée hétéro, de montrer comment il y a un régime de pensée hétéro, comment il y a toute une manière justement de les références, ce qu'on appelle le canon dans la littérature, dans la psychanalyse qu'elle va critiquer, etc., qui fait qu'on peut parler d'un savoir pouvoir hétérosexuel, et d'autres ensuite diront hétérocentré. Wittig étant une référence que reprend aussi Judith Butler dans son ouvrage Troubles dans le genre paru en 91 et dont le sous-titre est intéressant puisqu'il s'intitule Feminism and Subversion of Identity, le féminisme et la subversion de l'identité. Pas l'identité subversive, mais la subversion de l'identité, c'est-à-dire donc un rapport critique aux politiques de l'identité. Donc vous voyez, c'est une explosion théorique assez importante pour aussi citer des personnes influentes qui ont pu être prises cette fois dans la théorie queer telle qu'elle s'est nouée en France, la critique des sciences par exemple, et de la biologie formulée par ou même du binarisme nature-culture formulé par Donna Haraway. Donc on a des textes comme ça vraiment forts, critiques, qui sont toujours d'ailleurs très lus et très influents, et qui sont rendus possibles aussi parce que, à la différence des féministes françaises, les féministes et les gays, les lesbiennes et les minorités en général d'ailleurs, aux États-Unis, euh, pardon, excusez-moi. J'ai été illustrée par un SMS. Enlever la sonnerie. Donc, ce que je disais, donc oui, l'abondance de cette production théorique, des fois de la part de théoriciens qui sont aussi des militantes, comme c'est le cas de Wittig, beaucoup moins de Butler, enfin même pas du tout du côté de Butler, comme ça a été le cas du côté de Deloretis, s'explique aussi par le fait que d'une part l'université américaine a favorisé des études culturelles, on va dire, montées, construites par les minoritaires qui exprimaient le besoin d'en faire, donc Gay Lesbian Studies, Black Studies, Science Studies aussi, donc là ça part pas d'une minorité, mais Feminist Studies, et plus tard Trans Studies, etc. Ça n'a pas été le cas en France. Il faut dire aussi qu'en France, la décision des féministes en majorité et des minoritaires était de ne pas entrer dans l'institution. Voilà, donc ça explique un peu la grande différence de production communautaire, minoritaire, intellectuelle, y compris à l'université. Sachant que la France a eu énormément de mal et a encore énormément de mal à accueillir les études culturelles en France ou les études minoritaires que sont les culture studies, les studies encore une fois que j'ai citées. L'autre élément important, donc, c'est cette critique aussi du féminisme eurocentrique, blanc et anti-lesbien, parce qu'à l'intérieur du mouvement féministe, et Wittig en est d'ailleurs un exemple probant, mais aussi à l'intérieur du féminisme bourgeois blanc, on va dire, très proche de la psychanalyse, par exemple, comme psychanalyse et politique en France, y compris quand les féministes en question étaient lesbiennes, elles avaient une attitude extrêmement placard, on va dire, par rapport au fait qu'elles étaient lesbiennes, où les lesbiennes étaient obligées de s'identifier comme femmes. Finalement, il y avait comme un esprit anti-lesbien aussi dans le mouvement féministe, comme il y a eu un mouvement, comme il y a eu un
tropisme anti-pratique SM ou pornographie féministe dans le mouvement féministe, etc. Voilà, donc forcément, il y a à la fois des critiques internes, des infradiscriminations internes, c'est ce qui fait évoluer la pensée critique de ces minorités et de ces communautés. La réaction aux politiques de l'identité, c'est aussi justement, pour revenir à l'infracommunautaire, à une critique de l'hégémonie gay, du gay economicus, c'est-à-dire du gay que je citais tout à l'heure, consumériste, etc., au détriment des autres minorités sexuelles et de genre. Le fait que, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'agenda, j'en ai parlé en TD, dans un des TD, dans l'agenda assimilationniste, LGBT actuelle en France, hein, et dont les 3 points ces dernières années étaient essentiellement le mariage, la PMA, la GPA en musée et la lutte contre les discriminations, donc 3 points, 4 points comme vous voulez. On voit bien que la lutte contre le racisme, la justice économique, la redistribution économique et sociale ne sont pas prises en compte et que mécaniquement, cela exclut les minorités à faible pouvoir économique, voire très précaires, qui généralement sont plutôt des minorités sexuelles et racisées, des minorités sexuelles et de genre euh, qui peuvent se situer aussi à l'intersection, par exemple les trans qui sont travailleuses du sexe, etc. etc. L'autre réaction par rapport alors, aux politiques d'identité, ce qui explique alors peut-être la position de Butler en contexte états-unien, c'est que et vu ce qu'elle développe et que je ne vais pas redévelopper parce que je l'ai déjà expliqué dans un autre CM concernant le paradigme de la drag queen, etc. Tout ce qu'elle va développer comme genre, comme performance et comme performativité. Donc a priori, on ne peut pas dire qu'elle oublie la théorie du genre. D'ailleurs, elle est une des principales protagonistes avec Teresa De Lauretis. Le premier chapitre de Technologie de genre de Teresa De Lauretis reprend Foucault et parle de technologie de genre et de théorie du genre. Donc, il y a, donc ça c'est pas du côté de Leclerc que ça vient, mais les gays intégrés, plutôt favorisés économiquement, la fraction blanche aisée, classe moyenne et plus, c'est loin justement de ce que revendique le mouvement queer, à savoir la déconstruction, la dénaturalisation des identités sexuelles et de genre, voire pour générer des pratiques culturelles, personnelles, corporelles, les ateliers de drag les pratiques des drag queens, le gender fucking, donc littéralement niquer son genre, le déconstruire, niquer la différence sexuelle. Les gays visés un petit peu là dans ce par les queers sont aussi ceux qui s'éloignent de la reconquête de la masculinité, mais ironique, par exemple, des années 70 avec les, les performances de la masculinité très macho mais ironique dans le ghetto gay new-yorkais, le West Village, justement le village, avec par exemple aussi ce qu'on voit très bien dans les succès de l'époque, Macho Man, Village People, etc. Donc il y a eu toute cette idée que on avait toujours représenté les gays comme des folles, comme des tapettes, et féministes, etc. Donc il y a eu toute une performance en masculinité très accessoirisée, notamment avec le CRM, les moustaches, les casquettes, les bottes, les clones gays avec les jeans, les t-shirts blancs, etc. etc. Donc tout ça fait que vous avez une émergence de gens qui, à l'intérieur de la communauté LGBT, qui ont envie de faire des politiques différentes, qui prennent souvent le modèle sur acteur pour le côté radical, pour le modèle organisationnel aussi, puisque ce sont des coalitions qui sont aussi beaucoup dans la reconquête de l'espace public, qui sont absolument contre ce que l'on appelle le politically correct, c'est-à-dire le fait de produire des images policées et respectables. Donc par exemple, c'est là aussi où vont se frotter, enfin, où il y a un conflit entre des politiques, par exemple de la visibilité, qui consiste à aller faire un picketing ou à zapper. Le ZAP est une action de désobéissance civile donc, qui vient d'ACT UP,
où on va dans un endroit, on arrive précipitamment, ce que je racontais tout à l'heure avec le fait de prévenir les journalistes et ensuite d'aller occuper, parce que c'est une forme d'occupation temporaire éphémère de l'espace public. Donc vous allez avoir par exemple, lorsque le film Basic Instinct, qui met en scène Sharon Stone dans un rôle pas clair de bisexuelle et de lesbienne tueuse, euh, un film, je ne sais pas si vous vous souvenez, cette fameuse scène où il y a un interrogatoire de police, elle ouvre les jambes, elle n'a pas de culotte, etc. Et donc le flic qui essaie de la confondre est joué par Michael Douglas. Et donc là, vous allez avoir une réaction devant le cinéma avec des mobilisations gays et lesbiennes pour protester contre justement les films qui donnent une mauvaise image de la lesbienne, puisque ça relie, si vous avez regardé le documentaire, ça renvoie au passif d'Hollywood dans la matière et qui est très très bien raconté par le documentaire. Donc c'est le Closet qui s'inspire lui-même d'un livre bien plus complet d'un activiste gay, Victor Rousseau, qui est d'ailleurs mort du sida et qui s'appelle aussi The Celluloid Closet. Le livre est bien sûr plus complet, donc si ça vous intéresse, vous pouvez emprunter le livre. Malheureusement, le livre n'a pas été traduit en français. Donc là, par exemple, il y a débat pour savoir si on s'en fiche du fait qu'un hétéro, par ailleurs, ait fait un film comme Basic Instinct, ou est-ce qu'on doit aller l'interdire, se mettre, appeler au boycott, etc. etc. Et d'ailleurs, c'est vrai que les gens qui se revendiquent des politiques queer à l'époque sont un peu contre les effets justement fixants de ce type de politique de la visibilité qui fait que, bon, au bout d'un moment, on va avoir un répertoire de représentation soit contrôlé, soit limité. Le problème aussi, c'est, comme je disais tout à l'heure, le fait qu'il y a une revendication de la perversité au sens positif, créativité sexuelle, culture sexuelle différente, culture du plaisir, des drogues, etc. Qui aussi avec l'émergence, le développement des cultures SM, qu'a par ailleurs étudié Gail Rubin, elle faisait partie des milieux SM, elle a fait sa thèse sur les la culture SM de San Francisco, que fréquentait par ailleurs Michel Foucault. Donc vous voyez que c'est vraiment une période où le SM a une importance politique et culturelle et sexuelle importante. Et donc l'idée qu'on le mette de côté, etc., aussi parce que ce serait un peu pervers, pose problème aux politiques queer. Et par ailleurs, il y a un éclatement, une explosion, mais alors là, pour le coup, c'est pas les médecins qui inventent les identités. Dans les cultures gays et lesbiennes et trans de l'époque, vous avez énormément d'identités, de propositions produites par de subjectivité, produites par la communauté elle-même, donc des cultures butch-femme, qu'on va appeler les néo-cultures butch-femme, butch, vous en direz lesbienne, masculine, femme, lesbienne, féminine, femme à ne pas confondre avec femme, c'est une autre expression de la féminité typiquement lesbienne. Euh, donc la culture butch notamment était complètement prohibée dans les milieux féministes, y compris quand on savait qu'il y avait des lesbiennes qui ont été très très actives dans le mouvement féministe des années 70. On les renvoyait un peu à la queue de la manifestation si elles étaient trop masculines. L'explosion des cultures drag queen, drag king notamment, ça c'est sans doute la vraie nouveauté, donc toute une culture pour du voguing, de retravailler la masculinité, la féminité, de la déconstruire, etc. Très concrètement dans sa vie, donc pas simplement un exercice théorique. Et d'ailleurs, si Judith Butler a pu écrire le livre qu'elle a écrit, c'est parce qu'il y avait des subcultures de genre qui déjà, les drag queens existaient avant Butler, même si elle est au centre de son bouquin, peut-être pouvait lui donner l'inspiration justement de la théorisation de la déconstruction de la féminité qu'elle produit dans Trouble dans le genre. Donc c'est dans ce contexte que vous avez une véritable explosion du cinéma queer en 92 et c'est intéressant parce que ça se produit aussi dans le cinéma noir gay. On va parler de New Black Queer Cinema, notamment avec un réalisateur très intéressant et très important qui s'appelle Isaac Julin, qui va réaliser en 1989 Looking for Langston, dont l'objectif est de rendre visible
la queerness noire et sa diversité, que les noirs aussi queer parlent d'eux-mêmes à l'intérieur et ne soient pas objectivés ou que l'on parle à leur place, qu'on les représente, que ce soit des réalisateurs ou ça peut être des photographes, hein, Maple Sop qui avait fait le Black Book à l'époque en tant que photographe a été très critiqué parce qu'on disait qu'il objectivait, il érotisait les noirs, ce qui est vrai, c'est des photos très érotiques, sadomaso, et on voit beaucoup de corps noirs érotisés, donc on retrouve les problématiques qu'on a un peu évoquées avec la princesse Tam Tam par exemple, critique interne de l'exotisation des gays noirs par les gays blancs, etc. Ce qui est une problématique, voilà, on peut aussi en parler par rapport à l'exotisation des jeunes arabes, etc., ou des gays arabes dans la communauté gay blanche. Vous avez le film de Monica Truc, qui est une réalisatrice avant queer très importante, qui va faire un film qui s'appelle Virgin Machine en 1988 et qui est justement en fait aussi un film qui parle de l'impossibilité de l'identité fixe avec l'itinéraire d'une journaliste qui part de Berlin, Dorothée, et que l'on suit lorsqu'elle arrive sur la côte est des États-Unis, qui est précisément le lieu d'explosion des cultures que j'ai décrit, queer, butch, SM, pro-sexe, pro-porn, etc. Et puis donc il va arriver et traverser, justement découvrir l'industrie du sexe, les trans, puisqu'il y a déjà une problématique trans dans les films, elle a été une des premières à en parler, Monica Truth, le striptease, le drag king, etc. Et qui va donc découvrir aussi son identité sexuelle, tomber amoureuse à la fois d'une travailleuse du sexe qui performe la féminité, mais qui est aussi un drag king dans des strip clubs lesbiens. Voilà, donc là, on a vraiment tout, à la fois la culture queer et la manière dont cette culture articule un petit peu le rapport à l'identité, notamment l'identité de genre et les sexualités. La sexualité. Elle fait aussi des courts-métrages très intéressants intitulés Female Misbehavior, donc mauvaise conduite féminine en 1992, où là elle réévoque encore, fait des portraits de personnes trans, de TDS, etc. Vous avez un film d'un réalisateur maintenant assez connu qui s'appelle Todd Haynes, qui commence par Poison en 1991, qui est une relecture de Genet, érotisée, Notre-Dame-des-Fleurs, etc. Des films de Greg Araki qui continue de faire des films aussi, avec un film sur le sida, The Living End, des films de John Grayson, que j'ai déjà évoqué, avec Zero Patient et Urinal, pardon, avec Urinal, pas Zero Patient en 1988, Tom Kelling avec Swoon, qui fait exprès de mettre en scène deux gays meurtriers pour justement contrer un petit peu cette représentation un peu Billy, un peu gentille, un peu uniquement positive, à la fois d'une demandée revendiquée par une partie de la communauté LG plutôt que la communauté LGBT, et aussi euh, par, euh, par Hollywood, parce qu'Hollywood, évidemment, quand il va s'emparer des motifs gays, la question de savoir d'abord qui joue les rôles, est-ce que c'est des personnes hétéros, vous savez que c'est une question qui se pose en permanence pour les personnes trans, pour les acteurs trans, etc., qui rappelle aussi qu'on a pu faire jouer Hollywood des rôles des personnes racisées qui ne l'étaient pas, etc., etc. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit à partir donc, du livre Toon Kunz, etc. Évidemment, la crise du sida est très présente dans ce cinéma, notamment avec Derek Jarman, qui est un réalisateur anglais qui a fait un film important comme Edward Two en 1991, etc. Donc la crise du sida, la situation postcoloniale, l'homonormativité, tout ça fait que vous avez cette explosion d'un cinéma queer, on va dire, incorrect, qui ne revendique pas d'ailleurs nécessairement la subversion, mais qui en tout cas n'est pas du tout dans la politique des identités positives. Vous avez aussi, même si les lesbiennes sont beaucoup moins présentes proportionnellement, des réalisatrices lesbiennes qui émergent un peu dans cette veine, et je pense notamment à Rose Troche avec Go Fish. Vous allez avoir beaucoup de documentaires et aussi des films qui ne sont pas nécessairement faits par
des réalisatrices lesbiennes. Un film, je pense à un film de Pearl Jackson, un film néo-zélandais de 94, Heavenly Creatures. Butterfly Kiss, un film de Michael Winterbottom en 1995, où là aussi on voit des lesbiennes un peu, pas nécessairement gentilles, enfin pas tout à fait le L-word. D'ailleurs, le L-word a posé cette question, a mis du temps à s'installer, notamment la saison 1. Est-ce qu'il faut vraiment montrer des lesbiennes? Est-ce qu'il faut montrer des butch? Est-ce qu'il faut montrer des lesbiennes qui deviennent trans? Etc. 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 Même s'il y a une certaine liberté dans les séries télévisées qu'on n'a plus dans le cinéma hollywoodien, pour des raisons de censure et de diffusion. Je reviens pour finir, il reste 5 minutes sur le film vraiment très intéressant Looking for Langston de Isaac Julin qui faisait partie d'un collectif de films. Donc vous voyez, on retrouve un peu plus cette logique de collectif vidéo de films sans Kofa Film, donc qui était un collectif de réalisateurs racisés. Et donc Langston Hughes est un poète noir, un des plus fameux de ce qu'on a appelé la Renaissance de Harlem dans les années 20 et 30, donc l'explosion de la culture jazz, de la culture noire, et qui était placard évidemment, était homosexuel, mais la plupart des figures homosexuelles de la Harlem Renaissance étaient n'étaient pas explicites, enfin n'étaient pas, donc ne faisaient pas de coming out ou n'étaient pas explicites en tout cas dans l'espace public en général sur leur sexualité. Le film est un peu plus qu'un portrait de Langston Hughes, puisque c'est aussi une archéologie du modernisme noir. On avait parlé un petit peu avec Du Bois et la réflexion que mènent les théoriciens noirs sur à la fois une critique du modernisme, mais en même temps européen, mais en même temps comment eux, ils l'ont refait à leur sauce, etc. J'en ai parlé dans le CM, on parle aussi de Gilroy. Une archéologie un petit peu aussi de Foucault que l'on peut sentir. Et le film est une espèce de collage un peu, une forme intersexuelle, un collage postmoderne, intertextuel, pas intersexuel, comme une mémoire un petit peu synchronisée, pas linéaire, qui est à la fois critique de l'objectivation des gens, mais qui pose la question de alors comment on présente le désir, si on ne veut pas objectiver des problématiques qui avaient été explorées par les féministes, comment on explore la complexité du désir, mais aussi le rapport au modernisme européen, comment on imagine une culture, comment on est dans justement des identités hybrides plutôt que dans les identités non complexes ou univoques. Comment aussi, en même temps, il veut répondre donc aux besoins qu'on a identifiés dans les politiques de la représentation des minorités, et en l'occurrence ici de la minorité gay. L'histoire efface toujours la dimension gay, donc comment la reconstituer sans faire d'anachronisme, comment réécrire justement cette histoire de la Harlem Renaissance, comment le modernisme a effacé les artistes noirs aussi, mais comment, encore une fois, c'était très imbriqué la culture noire et le modernisme, comment les Noirs, parce que lui il est plutôt basé en Angleterre, quelle est la différence entre justement ces problématiques quand elles sont traitées, approchées par les Noirs états-uniens ou les Noirs britanniques, comment aussi, si on veut, on peut quand même faire des références à ce qui pourrait paraître un geste moderniste, à des grands auteurs comme Jean Genet. Quelle est la relation aussi au cinéma expérimental? Ça peut être Cocteau, ça peut être Kenneth Anger, qui est ou voir aussi Smith, qui a fait Flaming Creatures, qui est un film aussi qui va être beaucoup utilisé par le cinéma queer. C'est intéressant de voir que dans ce film, vous avez en bref Stuart Hall, que vous connaissez, donc plutôt en tant qu'auteur de texte, que vous travaillez pas mal dans cette formation. La question aussi, c'est, comme je disais tout à l'heure, le fétichisme, l'objectivation par le regard blanc, dont j'ai cité tout à l'heure Mapplethorpe, mais on pourrait aussi, il y a un passage intéressant où du coup il se dit mais on peut peut-être aussi se réapproprier par exemple la représentation caricaturale du nègre aux grosses noires sensuelles, etc. Donc comment est-ce qu'on fait une esthétique à la fois critique, comment on resignifie en fait des stéréotypes. Ça c'est une démarche qui est très forte et que j'ai malheureusement pas trop le temps de développer. Comment on va se réapproprier, resignifier, c'est ce qui est dans le terme queer d'ailleurs, des motifs qui étaient négatifs et qui, quand ils sont repris par les personnes
et les artistes concernés peuvent justement développer une esthétique complètement aux antipodes de ce pourquoi a été fait, le stéréotype, l'injure, etc. Enfin, c'est un film intéressant parce qu'il mixe la fiction et l'archive. Donc là, on retrouve la problématique du réalisme. Donc à la fois s'appuyer sur des archives et montrer des choses qui n'ont pas été montrées et en même temps montrer que l'archive est une fiction, que le documentaire utilise des images d'archives, c'est pas pour autant qu'il nous donne la vérité vraie. Donc on est vraiment dans un peu comme Butler propose de concevoir l'identité de genre comme une fiction, euh, qui peut d'ailleurs donner lieu à des resignifications par les minorités, par les queers en l'occurrence, comment justement l'archive, qui peut paraître d'ailleurs toute une réflexion queer sur l'archive, paraît justement quelque chose de pas fictionnel, qui est là, qui est résiduel, et aussi quand elle est montée par montrée, fait partie des constructions politiques traversées par des rapports de pouvoir. Et donc là on retrouve aussi, d'ailleurs surtout on peut dire Langston, pardon, pas Langston, Isaac Julien, le réalisateur, sont en dialogue. On retrouve toute cette problématique sur la question de l'identité, l'hybridité de l'identité qu'on avait chez Gilroy, comment faire des esthétiques postmodernes et hybrides, etc. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai pas le temps d'aller sur d'autres. J'aurais bien voulu parler de Reynolds ou du cinéma de Bruce Labrousse, mais c'est pas le temps. Mais voilà ce qu'on peut dire un petit peu sur la politique queer, des représentations par contraste avec une politique, on va dire, gay et lesbienne, des représentations.